renversé. C'est le sentiment qui reste. Alors William et Nathan Dever. William T. Nathan Dever. Vous avez raison. En fait, on a l'impression que c'est le feu, là, comme l'image derrière vous, et que le gouvernement n'a pas sorti que des mauvaises mesures, mais ils ont sorti un pistolet à eau pour l'éteindre, en fait, le feu. Parce que les mesures qui sont mises en place, elles sont attendues depuis 4 mois, 5 mois. Tout existe déjà. Et tout existe déjà. La question essentielle, c'est est-ce qu'on est capable de récupérer les territoires perdus de la République? C'est ça le sujet essentiel. Or, on n'a pas entendu de reconquête républicaine. On n'a pas entendu sur comment on allait extirper les jeunes émeutiers de leur famille et de leur cadre auxquels ils considèrent et préfèrent en gros de vivre dans les quartiers alternatifs de la loi républicaine, vivre sous l'empire de la loi des gangs et sous l'empire de la loi des grands frères, plutôt que sous le modèle républicain. Comment on fait pour rendre plus attractif notre modèle que le modèle des trafiquants de drogue? Comment on fait pour rendre notre modèle plus attractif? Vous avez entendu une remise en question, vous? Moi, j'ai entendu tout est géré, tout va bien, il n'y a pas de problème. Moi, je pense que le sujet essentiel, c'est de récupérer les territoires perdus de la République. Mais comment vous faites? Vous dites comment on fait? Quelle est votre réponse? Ça m'intéresse. Oui, mais moi, ça m'intéresse de savoir comment vous faites pendant un an pour mettre des jeunes avec des anciens militaires. On active l'état d'urgence, on récupère les quartiers comme l'a fait Hollande, parce que le week-end du 13 novembre 2015, on l'oublie souvent, mais Hollande a récupéré 5000 armes à feu. Donc si Hollande, qui est le président le plus mou de l'histoire, a réussi à le faire, je pense que Jupiter est capable de le faire. Voilà, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que ensuite, après, sur les jeunes, moi je pense que les jeunes doivent être sortis de ce quartier. Donc je pense qu'ils doivent être mis dans des internats d'excellence. C'est le seul moyen qu'on a. Tant qu'ils resteront dans le même cadre familial, avec les mêmes jeunes, avec les mêmes familles, dans la volonté de plaire sur TikTok, etc., sur un modèle social, ils s'en sortiront pas. C'est ça le sujet essentiel. On est d'accord. Il y a eu 1989 contre les terroristes du Hamas. C'est ce qu'on se dit en voyant ce dont ils ont été capables. On a assisté vraisemblablement au 7 octobre, depuis le plus grand crime commis contre les Juifs, depuis la Seconde Guerre mondiale et ce qu'avait commis le régime nazi. Ensuite, une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a condamné les crimes de l'humanité commis par le Hamas, effectivement, on en parlait tout à l'heure, tout le monde a montré une solidarité envers les victimes d'Israël et leurs familles, sauf un seul parti, la France Insoumise, et c'est quand même le seul parti qui s'est félicité, entre guillemets, qui n'a pas condamné le meurtre de 35 Français. C'est quand même le seul parti qui n'a pas condamné immédiatement. Quand même, William, mais ils l'ont pas condamné. Ils l'ont pas condamné. C'est pas pareil. Et ils l'ont justifié. Ils l'ont quand même justifié en disant que c'était la faute d'Israël. C'est vrai, en tout cas, ils l'ont justifié. Le deuxième point que moi je vois, pour répondre à votre question, c'est... Soyons prudents dans nos formulations. Le point sur lequel vous répondez, c'est est-ce qu'on peut tout faire pour éradiquer le Hamas? On est sur une situation compliquée. Moi, je pense qu'il y a 2 temps depuis le 7 octobre. Il y a le premier temps qui était le temps de la solidarité envers cet attentat terroriste commis par le Hamas, et le deuxième temps qui est celui d'un conflit, non pas entre le Hamas et Israël, mais un conflit entre Israël et Palestine, voire même entre Israël et le monde arabe, dans la mesure où les pays qui s'étaient rapprochés d'Israël, qui avaient signé l'accord d'Abraham, les pays du Golfe, l'Arabie saoudite, se sont rapprochés maintenant de la cause palestinienne, parce que les opinions publiques, leur peuple, sont à l'inverse de leurs dictateurs, sont en faveur du peuple palestinien. Donc si Israël tape trop fort, vous pouvez avoir ce qu'on appelle une régionalisation du conflit, avec l'Iran qui rentre en jeu, le Liban qui rentre en jeu, l'arc chiite, voire même l'arc sunni qui rentre en jeu, et voire même une mondialisation avec une extension du conflit, avec l'introduction de la Russie et de la Chine dedans. Donc oui, on peut éradiquer le Hamas, mais à quel prix? Est-ce que c'est au prix d'une régionalisation du conflit, d'une mondialisation du conflit? Je ne suis pas sûr. C'est moi qui ai un petit pause, donc que par un canal indirect, on discute avec les terroristes du Hamas, et ça passe par le Qatar. C'est la réalité du moment. Je pense que la difficulté qu'on a eue, c'est qu'on n'a pas fixé les objectifs qu'on voulait en termes de politique étrangère. Je pense qu'Emmanuel Macron a voulu accomplir des objectifs qui étaient contradictoires. Est-ce que l'objectif, c'est d'aujourd'hui de créer un deuxième État palestinien en Israël, ou est-ce que c'est de libérer nos otages? Je pense que notre objectif essentiel, c'était de libérer nos otages. Or, pour libérer nos otages, le plus simple quand même, était de mener des négociations parallèles avec l'émir Al-Thani, avec qui Emmanuel Macron a de très bonnes relations, parce qu'il a négocié la prolongation de Kylian Mbappé avec cet émir, et donc on aurait pu... oui, mais c'est vrai. Mais c'est pas la même chose, de négocier la prolongation d'un joueur et la libération de 200 otages, William T. C'est vraiment l'affaire de l'émir. C'est l'émir. Et si on prend un parallèle avec ce qui s'est passé avec Joe Biden avait mis son porte-avions pour obtenir la libération de ses otages le plus rapidement possible, en disant aux chiites et en disant au Hezbollah, et donc indirectement à l'Iran, si par cas vous ne rendez pas les otages américains, on vous bombarde, ou en tout cas on a intensifié notre présence. Comme la France n'a pas la puissance militaire américaine, on utilise uniquement nos canaux diplomatiques. Or, est-ce qu'il fallait qu'Emmanuel Macron soit présent en Israël et donc du coup se mêle dans le conflit pour libérer nos otages? Moi je pense qu'il a affaibli nos chances de récupérer nos otages le plus rapidement possible. Vraisemblablement sur les otages, on arrive sur une situation qui va ressembler à celle de l'Iran, entre l'Iran et les États-Unis en 79. Et donc, je pense que c'est une situation, sauf intervention militaire rapide de Tsahal, qui peut durer 1 an, voire 2 ans, voire même, si par cas, les otages ne passent pas par les couloirs humanitaires et voire même ne passent pas la frontière israélienne et soit ailleurs. Je parle d'erreurs en cas d'attaque massive. C'est vrai qu'il y a déjà, on peut voir cette photo, Gaza avant et après les bombardements de Tsahal ces derniers jours. Bon, vous voyez que l'image de droite, évidemment, la
la topographie n'est plus la même. On a quelques photos à vous montrer comme ça pour voir les dégâts qui sont causés. Les populations de Gaza sont sous les bombes, William, comme si elles appartenaient toutes au Hamas. Et c'est le sujet de crispation numéro 1 du moment. La réponse d'Israël, elle est obligatoire. Israël ne peut pas ne rien faire, mais il y aura des victimes collatérales. C'est une réalité absolue et les images feront mal partout dans le monde. Et Israël a déjà perdu. C'est que l'objectif de guerre est quasiment impossible à atteindre. C'est-à-dire que vous avez 300 otages. Pour intervenir sur une zone où il y a 2 millions de personnes, c'est-à-dire que le seul moyen de libérer le maximum d'otages, c'est qu'ils occupent clairement la zone. Or, si vous occupez clairement la zone, combien de pertes militaires Tsahal va-t-il subir ? La perte de nombre militaire de Tsahal sera supérieure au nombre d'étages qu'ils vont libérer. C'est-à-dire qu'ils auront 1000, 2000, 3000 soldats perdus pour libérer 300 otages. Donc, est-ce que la population israélienne... C'est le but. Non, mais je vais y arriver. Sur ce point-là, donc, est-ce que Israël peut se permettre de perdre 2000, 3000, 4000, 5000 soldats pour libérer 300 personnes ? Il y a quand même un doute sur ce point, même s'il y aura une pression internationale pour libérer ces otages. Et d'autres gouvernements, notamment occidentaux, parce qu'il y a beaucoup de binationaux, vont dire est-ce que c'est pas mieux de négocier avec le Hamas et de laisser le Qatar le faire plutôt que faire une intervention militaire. Le deuxième point sur lequel vous intervenez, c'est est-ce que l'intensification de la réponse israélienne va-t-elle pas causer à long terme plus de dommages pour Israël et pour la communauté internationale que ça ne l'en cause actuellement ? Moi, mon avis, c'est qu'Israël... Ce qui est terrible de se dire, pardon de vous couper, mais ce qui est terrible de se dire, c'est que quand bien même, et c'est bien malheureux, des populations palestiniennes pourraient être touchées, des innocents palestiniens pourraient être touchés et sont déjà touchés, la vérité, c'est que c'est la responsabilité du Hamas. C'est le Hamas qui a mis cette population dans cette situation-là. C'est la responsabilité. Quand vous bombardez Dresde, pendant la guerre quand les Alliés bombardent Dresde, c'est la responsabilité d'Hitler, évidemment. Évidemment. Donc la responsabilité des morts. Mais malgré tout. Si vous voulez, malgré tout, on ne peut pas parler des œufs qu'on casse comme ça. Non, voilà. Et puis il y a cette guerre des chiffres aussi, Philippe. Alors, je vous laisse terminer, pardon, William. Évidemment, la responsabilité des morts civiles à Gaza sera la responsabilité du Hamas. Seulement, les populations qui vont mourir à Gaza, est-ce qu'elles vont incomber la responsabilité au Hamas ou à Israël, ou est-ce que ça va devenir des futurs soldats du Hamas ? Vous connaissez la réponse. Évidemment, ils vont être des futurs soldats du Hamas qui vont causer des torts à Israël. Donc, moi, je pense qu'on est dans la même situation. C'est un cercle vicieux. Au 11 septembre, quand les Américains sont débarqués au Taliban, ils ont détruit le régime des talibans, ils ont tout détruit en Afghanistan pour tuer Oussama Ben Laden. 20 ans après, les talibans sont revenus. Est-ce que la question c'est Israël rentre à Gaza, 20 ans après, on n'aura pas un Hamas? Mais vous n'irez pas chercher les membres du... Vous pouvez essayer. Il y a des oui, il y a des non. Je ne sais pas par qui commencer. Je vais commencer. 11 septembre. 13 novembre 2015, plus 4 janvier 2015 et actuellement 7 octobre 2023 sont des attentats terroristes islamiques, non pas contre Israël, non pas contre la France, non pas contre les États-Unis, mais des attentats terroristes islamiques contre notre modèle de civilisation judéo-chrétien. Et Israël est actuellement la pointe de la civilisation occidentale au Moyen-Orient, et c'est pour ça qu'elle est ciblée. Parce que c'est un conflit, c'est un choc de civilisation, comme le rappelait Huntington. On assiste depuis le 11 septembre 2001 à un conflit notamment des pays du monde arabe, des pays du Sud qui veulent se révolter contre la domination occidentale, qui ne supportent pas la domination occidentale. Au départ, c'était les États-Unis qui étaient le phare de l'Occident, donc c'est eux qui ont été visés en premier avec le 11 septembre 2001 en raison de leur implication dans la guerre du Golfe, en implication de leur guerre en Vietnam, etc. Après, c'était la France en raison de notre modèle de laïcité, notre valeur qui était spécifique. On était assez spécifique des islamistes. On se souvient des paroles d'Erdogan contre le président Macron après la mort de Samuel Paty. Et actuellement, le pointe de la civilisation occidentale au Moyen-Orient, c'est Israël. Et en plus, il y avait un rapprochement entre Israël et certains pays sunnites comme l'Arabie Saoudite et les pays du Golfe. Et les pays du monde arabe n'en voulaient absolument pas. Et c'est pour ça qu'Israël a été visé. Je voudrais juste vraiment. Je pense que c'est même pas une question. Il va trop loin, Othman Nasrallah, en parlant des assimilations et de cette France qui disparaît. Pour la France des émeutes et la France qui est la plus radicale et qui soutient le Hamas, c'est même pas la France qui disparaît. C'est cette jeunesse française qui s'est construite en opposition. C'est que la proportion, c'est vrai. Elle est difficile. C'est plus compliqué. Mais c'est pas une France qui disparaît, c'est une France qui se construit en opposition de la France. Oui. C'est des jeunes qui construisent, qui sont été élevés par notre modèle social, qui ont été élevés grâce à l'éducation gratuite, à une éducation qui est républicaine, laïque et universelle. Et face à cette éducation, ils préfèrent s'opposer à la France. Et comment voulez-vous aimer un pays qui ne s'aime pas lui-même ? Ah bah ça c'est compliqué, ça c'est la question que vous posez. Moi je pense que c'est la question essentielle. Mais lorsque vous avez des jeunes qui participent aux émeutes, qu'est-ce qu'ils crient ? Ils crient on va voler les Baptous, on va voler les Blancs, et on va voler les sales Français, etc. C'est ce qui se passe dans les écoles. Quand le racisme anti-blanc, etc., c'est une haine de la France qui s'exprime. Et c'est pour ça que je pense que quand il dit la France disparaît, c'est même pire que ça. C'est-à-dire qu'au sein de la France, vous avez des jeunes qui s'auto-entretiennent dans un modèle, qui ont été élevés dans la haine de la France et qui est alimenté par une certaine, comme vous le dites, une certaine extrême gauche qui alimente en fait cette haine, la haine de soi, la haine de notre civilisation et la haine de notre modèle civilisation. Il y a un exemple. Et ce sera une humiliation de plus pour le symbole de l'autorité dans notre pays. Je suis plutôt d'accord avec vous sur le fait qu'elle aura lieu. Par contre, moi je pense qu'elle doit être interdite et je pense que le tribunal administratif peut valider cette interdiction.
je dis ça parce qu'elle a été interdite puis autorisée le week-end dernier. Oui, mais là, les motifs sont différents. Si on prend un parallèle en termes de jurisprudence, il y a une manifestation qui a déjà été interdite, qui était menée par des royalistes en raison des mots d'ordre qui pouvaient être donnés au cours de cette manifestation. Donc, on peut se dire qu'en ayant un parallèle sur ce qui s'est passé lors de la manifestation dernière, notamment des cris qui étaient quand même antisémites et antisionistes, on peut se dire que les mots d'ordre seront notamment d'incitation à la haine. Donc, en termes de troubles à l'ordre public, il suffit de poser la question, est-ce que quelqu'un qui se balade avec une kippa au cœur de cette manifestation ne risque pas de se faire lyncher, notamment cette manifestation? C'est très fort risque. Le deuxième point que je vois, c'est que si on a le droit de manifester pour la Palestine, on a le droit de défendre la population civile à Gaza, etc. Et c'est tout à fait légitime de pouvoir défendre la création de deux États en Israël et en Palestine. Moi, je pense que la manifestation pro-Palestine est une manifestation déguisée pro-Hamas. Comme les gens qui sont antisionistes sont en fait principalement antisémitistes et que c'est un outil uniquement pour masquer, pour déguiser la haine de Israël et des Juifs. Alors,